dès le début, je me suis dit, c'est pas possible que la musique, le dessin, la sculpture, le macramé, tout ça, il y ait des techniques derrière. Ça n'est pas possible que cette image française, que heureusement on a moins maintenant, comme quoi l'écriture, tu l'as ou tu l'as pas, c'est pas possible. J'y crois pas. Il y a forcément de la technique derrière. Il y a forcément des choses qu'on peut apprendre. Donc j'ai eu simplement une seule envie, c'était d'apprendre comment tout ça, ça fonctionne pour arriver à servir et à réaliser les projets que j'avais envie de faire. De la même manière que un musicien va travailler les gammes pour être capable d'arriver toujours plus proche de jouer ce qu'il ou elle a envie de faire, c'est-à-dire à intégrer la technique jusqu'au point où elle devienne une seconde nature. Machinalement, mon crayon je mâchonne quelques mots à la gomme, je griffonne, aussi vierge que moi est ma feuille de papier, plus blanche que le blanc en machine lavée. Vous écoutez Assez parler, le podcast de l'école Les Mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les Mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante, écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre l'écrivain et podcasteur Lionel Davoust. Ancien biologiste marin, devenu écrivain à temps archi plein, Lionel Davoust s'est fait un nom dans la littérature de l'imaginaire où se conjuguent thriller, fantaisie post-apocalyptique et surréalisme. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir tout simplement comment écrivent-ils, comment passent-ils le cap à chaque fois, alors qu'on leur répète sans arrêt que l'art et la méthode dans ce domaine ne se transmettent pas. Dans quel espace-temps trouvent-ils la concentration suffisante pour créer des mondes et y plonger intégralement ? Par sa trajectoire, Lionel Davoust semble tout droit sorti d'une fiction de fantaisie, dans laquelle on pourrait vivre plusieurs vies. Il passe, à la vitesse de la lumière, du monde médiéval aux univers futuristes. Il fait escale quelques secondes, s'écrie « Oufichtre » avant de repartir pour d'autres mondes. Après des études d'ingénieur agronome, il est devenu traducteur, auteur de jeux de rôle, directeur éditorial de magazines, podcasteur, blogueur, mais surtout, il a signé 7 romans, dont 2 sagas de 3 à 5 tomes chacune, ainsi qu'une bonne trentaine de nouvelles dans des recueils et des revues. Dans son podcast Procrastination, il délivre des conseils d'écriture et d'organisation aux jeunes auteurs et autrices qui veulent se lancer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est le procrastinateur le plus prolifique qu'il m'ait été donné de rencontrer. Et le mieux, c'est qu'il ne garde aucun secret. Il transmet tout ce qu'il a appris à celles et ceux qui partagent sa curiosité. Assez parlé. Écoutons cet ingénieur de l'écriture, Lionel Davoust, nous raconter la première fois qu'il a eu envie de créer des mondes. Tout a commencé par un Big Bang. Depuis, je pense depuis quasiment toujours, je suis fasciné par le médium de l'écrit. Un de mes premiers souvenirs vraiment de gamin, je sais pas, je devais avoir 3 ou 4 ans, je vois ma mère laisser un message à quelqu'un et du haut de mes 3 ans, je sais pas ce que c'est forcément. Je lui pose la question et j'ai souvenir qu'elle m'explique que écrire comme ça permet de laisser un message à quelqu'un et que cette personne le reçoive alors que la personne n'est pas là. Et j'ai trouvé que c'était juste le truc le plus formidable du monde. C'est le pouvoir ultime, de pouvoir communiquer avec quelqu'un en votre absence à vous, quoi. Donc j'ai tanné mes parents pour apprendre ce truc-là, parce que je me suis dit, mais je veux faire ça, c'est juste magique. Donc j'ai eu la chance que mes parents me prennent une répétitrice, et j'ai du coup appris à lire et à écrire avant l'âge légal. Et dès que j'ai eu appris à enchaîner 3 phrases et à les écrire, j'ai commencé à écrire des histoires, en fait. J'ai appris ce qu'était la correction éditoriale avec ma première nouvelle quand j'avais 6 ans. C'est que la première nouvelle que j'ai écrite quand j'avais 6 ans, que pour moi c'était un roman parce que ça faisait, je sais pas, 15 pages. C'était le bout du monde, c'était incroyable. C'était l'histoire d'un capitaine de navire qui était un peu matiné de K2000 et qui était une espèce de loup solitaire, voilà. Et il allait sauver une princesse et délivrer de monstres. Enfin voilà. Bon, faut se rappeler que j'avais 6 ans. Et ça se termine, voilà, il a sauvé la princesse. Mon héros s'en va, quoi. Je veux dire, c'est un loup solitaire. Et je fais lire ça à ma maman, qui est ma première lectrice. Et je me rappelle vivement, ma mère me dit, mais alors, voilà, ils se marient pas ensemble à la fin, tout ça et tout. Et je fais, bah non. Enfin voilà, moi, du haut de mes 6 ans, j'étais sûr de mon projet littéraire. Et ma mère me dit, ah, bon, ok, mais c'est dommage, moi j'aime bien les histoires où les gens finissent ensemble. Moi j'étais très ennuyé, vous
voyez, parce que j'avais au fond de moi la vérité de mon projet littéraire qui était ancrée, voilà, qui était vraie. Et en même temps, j'avais ma première lectrice qui n'était pas hyper fan. Et donc, du coup, j'ai appris la correction éditoriale parce que ça se termine où donc le gars dit adieu. Et la fille lui répond quelque chose comme adieu. Et du coup, pour plaire à ma maman et en même temps rester fidèle à mon projet, j'ai rajouté une réplique à la fin. Et c'était le gars qui fait adieu, je vous épouserai plus tard. Voilà. C'est hyper drôle. Bon après, voilà. En plus, vous voyez que quelque part, j'avais déjà une certaine notion commerciale, parce que ça voulait dire qu'il allait pouvoir avoir une suite, éventuellement on allait pouvoir développer ça en licence, avoir une série sur Netflix, enfin ce genre de trucs. Au lycée, Lionel Davoust rencontre quelques désillusions sur ce qu'il pensait être son grand terrain de jeu, la littérature. Alors, j'avais aucun mal à faire des rédactions, ce qu'on appelle maintenant les devoirs d'invention, je crois. Et je trouve ça marrant, en plus. Par contre, j'étais malheureux comme les pierres, la plupart des cas en cours de français, à cause de ma bête noire qui était le commentaire composé. Le fait d'entrer dans les rouages d'une œuvre pour l'analyser de façon froide et scientifique, en tout cas, c'est ce que j'en ai vécu, me rendait malheureux comme c'est pas possible. Parce que ça ôtait tout ce qui, pour moi, est la base de l'art, quel qu'il soit, et de la littérature en particulier, c'est que, pardonnez-moi, mais je parle comme ça aussi des fois, c'est du plaisir, virgule, bordel. La lecture, c'est censé être du plaisir. Et en plus, moi, les récits qui m'amusaient, c'était la science-fiction, la fantasy, j'ai lu Dune jeune, je lisais de la fantasy, j'adorais ça, je faisais du jeu de rôle énormément, et je dévorais des pavés beaucoup plus épais que les classiques qu'on me donnait à lire, mais on m'a jamais donné envie de les lire. Et j'avais toujours envie d'écrire, mais je ne retrouvais tellement pas ce qui m'avait fait plaisir, ce qui me donnait envie, qu'en gros, ça s'est effiloché, quoi. Et j'ai été repêché en 3e par Madame Barbier, vous ne m'entendez probablement pas, mais merci à vous, qui était plus jeune, qui avait un peu plus d'ouverture d'esprit, et qui mettait un peu de SF et de fantasy dans les fiches de lecture. Et là, j'ai lu pour l'école Barjavel, j'ai lu Le Meilleur des Mondes pour l'école, et là, déjà, c'était renversant, et entre autres, il y avait L'écume des jours de Boris Vian. Et là, j'ai vraiment eu une épiphanie où je me suis dit, ah la vache, on a le droit de faire ça. Mais en fait, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et en fait, la littérature, c'est ça. C'est on fait ce qu'on veut. Et Vian faisant éclater, et ça reste une de mes grosses influences, et un de mes gros plaisirs, c'est justement cette liberté et cette espèce de pied de nez au code. Donc voilà. Et là, ça a été... du coup, je suis plus entré dans un mode contre-culturel en me disant, ah oui, non mais d'accord. En fait, le reste, ça m'ennuyait parce que ça m'ennuyait. Mais il y a tellement d'autres choses. C'est à ce moment-là que Lionel Davoust décide de vivre plusieurs vies, en commençant par la vie de scientifique. J'ai un côté rêveur, j'adore les grands espaces, notamment l'océan, les baleines, les dauphins, voilà, je voulais être commandant Cousteau, mais le poste était déjà pris. Et donc je suis parti vers l'étude scientifique parce qu'en gros, à l'époque, on m'a dit c'est la voie royale, fais ça. Et puis après, je me suis dit ouais, je vais devenir biologiste marin. Donc j'ai fait ça. Et puis une fois que j'ai fini mes études, je me suis un peu posé la question de ce que j'allais faire. Et puis aussi je me suis rendu compte aussi en me confrontant avec le milieu de la recherche que c'était pas forcément ce que j'imaginais, c'était pas forcément aller faire le guignol sur un bateau et faire gousi-gousi aux dauphins tous les jours, c'était probablement plus beaucoup de recherche de budget, des aspects qui moi m'amusaient beaucoup moins. J'ai été confronté au fait de me dire est-ce que je continue la voie une fois que j'ai maintenant mon diplôme d'ingénieur et tout, est-ce que je fais une thèse ou est-ce que je fais autre chose? Je me suis toujours dit il y aura une composante artistique dans ma vie, je sais pas où, je sais pas comment. Mais j'avais pas forcément, j'avais des rêves, mais j'avais pas forcément de plan de bataille très établi. Je m'étais dit, comme on se dit beaucoup de trucs quand on est ado, en se disant ah je pourrais faire ça, ce serait cool. Donc j'ai pris un an pour tenter de me dire allez je vais essayer d'écrire avec le feu au fusil. Je m'étais dit je vais prendre un an, je vais écrire un roman, je vais le publier et puis on va voir où ça mène quoi. Spoiler alert, il m'a fallu 10 ans de plus pour publier mon premier roman. Pendant ces 10 années, Lionel Davoust a développé un CV dans le milieu littéraire aussi long et complexe que la fiche technique d'un navire. Armé d'une sonde et d'une lampe frontale, tel un biologiste de l'écriture, il a voulu tout savoir sur ce domaine et ne rien laisser au hasard. J'ai toujours eu une approche très opérante des trucs. À la base, je suis ingénieur agronome et j'ai fait beaucoup de programmation. Donc moi, mon approche a toujours été, je veux apprendre un truc, je vais apprendre comment ça marche, quels sont les boulons, où sont les techniques. Alors comment a-t-il appris à écrire ? D'abord en écrivant des articles, des traductions, des nouvelles.
Et puis il a été question de passer au grade supérieur. C'est un peu la différence entre vous avez une guitare et vous jouez 2-3 chansons pour vos copains au coin d'un feu sur une plage et c'est sympa et tout le monde passe un bon moment. Et puis il y a une différence entre ensuite prendre une guitare et se produire dans un festival pour un public. Je me suis rendu compte qu'il fallait passer à l'étape d'après et que c'était pas immédiat, mais qu'il y avait un apprentissage à faire. Donc j'ai envoyé des textes qui ont été refusés comme tout le monde. J'ai eu la chance aussi que la traduction, je m'en suis rendu compte après, c'était pas du tout le but, hein. Je faisais de la traduction parce que j'étais content d'en faire et que j'étais content de faire des trucs dans ce domaine-là. En fait, simplement, même en traduction, travailler du texte et malaxer du texte était un apprentissage d'écriture parce que ça m'apprenait purement et simplement tout ce qu'on peut faire avec une phrase. Leçon numéro 1 donc, faire feu de tout bois, ou plutôt de toute page. C'est cette première leçon qui a amené Lionel Davoust à passer de l'article à la novella, puis de la novella au saga. Aujourd'hui, il publie simultanément le 5e tome de sa série Les Dieux Sauvages aux éditions Critiques. C'est mon projet le plus ambitieux à cette date. Là, je suis dans le 5e tome et dernier. J'ai promis que c'était le dernier. C'était devait être 3, enfin, ça devait être 4 et maintenant c'est à 5, donc ça se finit. Je suis un peu comme le coureur qui voit la ligne d'arrivée là. Je suis content de pouvoir me dire, parce que j'écris toujours pour la fin. J'écris toujours pour ce qu'on appelle en termes scénaristiques le paiement. Pour moi, la conclusion, la fin, le coup de théâtre, la résolution, c'est tout ce qui vient justifier le voyage. Alors, le voyage doit être intéressant lui-même, bien entendu, mais moi ce qui me fait envie, c'est le lapin que je vais sortir du chapeau, ou les lapins que je vais sortir de mon chapeau au fur et à mesure qu'une série avance. Donc je suis en train de me dire, cette série va arriver à ça, elle va être achevée, elle va être complétée, et j'adore cette sensation de me dire, le truc a été construit. C'est vraiment ça qui me fait plaisir, c'est de construire le truc, de pouvoir avoir l'objet terminé, et évidemment de le partager avec lecteurs et lectrices. Et il publie aussi un guide d'écriture qui s'appelle « Comment écrire de la fiction » chez Argile, dans lequel il partage sa grande boîte magique qui contient tout ce qu'il a pu apprendre comme technique d'écriture et d'organisation. Le but, désacraliser l'écriture en assumant la part de travail qui va avec et surtout, passer le message aux jeunes qui n'osent pas se lancer. Quand j'ai commencé dans ce métier-là, Stéphanie Nicot, qui était rédactrice en chef de Galaxy à l'époque, qui m'a mis le pied à l'étrier, m'a dit très vite qu'il y avait un adage très important dans ce métier, qui est, les Américains le formulent, you can never pay back, you can only pay forward. On ne peut jamais rembourser, renvoyer l'ascenseur aux gens qui vous ont mis le pied à l'étrier, parce que c'est des gens qui sont plus expérimentés que vous. Par contre, la manière de le faire, c'est de le faire pour les gens qui viennent après nous. Parce que, donc, quand j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, dans l'année 2000, il y avait quasiment rien sur la technique d'écriture. Moi, j'avais la chance de pouvoir lire l'anglais couramment, donc ça allait, mais je me suis dit, ça n'existe pas en France, quoi. Donc c'est parti de là. Et en fait, comme je disais, moi j'ai toujours envie de travailler plus facilement. Donc c'est pour ça que je m'intéresse dans la productivité, mais c'est aussi pour ça que je m'intéresse beaucoup à la technique narrative. Alors j'en ai mangé en bouquin, sur le web, je me suis amusé aussi à essayer de décortiquer comment les trucs fonctionnent, et aussi je me suis moi posé beaucoup de questions sur la manière dont une histoire fonctionne. Donc j'ai construit mes outils petit à petit comme ça, et qui sont des outils que j'utilise au quotidien, en me posant des questions très basiques du genre, mais qu'est-ce qu'une histoire en fait? Comment est-ce qu'on définit une histoire? Qu'est-ce qu'une histoire? Et qu'est-ce qu'une idée? L'imagination, la capacité d'idéation, d'une part se travaille, comme tout en art, et de l'autre, elle est éminemment personnelle. Une idée, me paraît-il, est indissociable du créateur. Elle cache avant tout une envie. Elle porte surtout une résonance qui motive la personne à l'explorer, à la creuser, à passer un temps potentiellement considérable avec elle. C'est un coup de foudre qu'on appelle fréquemment inspiration. Il vous traverse et vous donne envie de l'écrire sur le champ. Mais les idées viennent rarement toutes formées. Parmi tous les créateurs de mondes imaginaires avec qui j'ai échangé, aucun ne décrit le processus de création comme, une création ex nihilo justement, mais plutôt comme un processus de découverte. Il ne s'agit pas tant de décider les choses que de partir à la recherche de ce qui doit être. L'écriture et ses idées ressemblent à un théâtre d'ombre. Au loin se dessinent des formes attirantes dans le brouillard, mais il faut les cajoler, les questionner délicatement pour mieux les entrevoir et comprendre ce qu'elles sont. Ce n'est pas à dire qu'il n'existe pas de fulgurances, qui viennent en général sous la douche quand ce n'est pas pratique, bien sûr, mais compter dessus et attendre qu'elles nous frappent sans jamais les titiller représente un moyen assez sûr de ne rien faire. Alors comment affine-t-on les contours? Par des interrogations sans relâche. Qu'es-tu? Que se passerait-il si? Qu'entraînes-tu comme conséquence? Et en ne redoutant pas de faire fausse route, mais en traquant en soi-même cette sensation de justesse à chaque pas, en cherchant ce qui suscite le sens,
et la joie. Pour moi, le premier conseil, c'est toucher son manuscrit tous les jours. La métrique que je donne souvent, c'est écrire une phrase. C'est pas tellement la phrase qui compte. Tous les jours, je fais la démarche de considérer que mon projet de fiction est important. Suffisamment important pour que j'y réserve du temps, suffisamment important pour que je me mette dans l'esprit pour me permettre d'écrire cette fameuse phrase. Le plus difficile, c'est de se mettre au taf. C'est pas tellement... Je veux dire, une fois qu'on a écrit une phrase, la deuxième, elle coûte beaucoup moins cher. Écrire, ça fait peur. Créer, ça fait peur. On se dit, est-ce que ça va être bien? Est-ce que... Voilà. Et puis en même temps, je sais pas ce que je vais écrire. En même temps, c'est normal. Si je savais absolument tout ce que je vais faire avant de le faire, ça serait pas un travail créatif. C'est justement parce qu'on défriche que c'est dur. Donc, le fait de se dire, tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente, que je sois malade ou pas, je me mets devant le clavier et j'écris une phrase, ça crée une habitude. Et au bout d'un moment, la trouille, elle diminue. Je dirais pas qu'elle disparaît toujours, mais au moins elle diminue. Ça institue une très bonne habitude cumulative qui baisse la barrière d'entrée à rentrer dans l'écriture. Deuxième technique. Deuxième technique. En fait, je dirais la deuxième technique, c'est... Moi, je le résume en disant, il faut écrire le plus vite possible. Pourquoi est-ce qu'il faut écrire le plus vite possible? C'est un conseil que donne King aussi. C'est pas pour produire, c'est pour arriver à désamorcer l'enjeu et pour s'autoriser à écrire mal. On écrit bien, je pense, à mon sens, on touche à la vérité, on touche à des choses qui sont intéressantes et qui sont authentiques, quand on cesse de juger la moindre ligne qu'on fait. Et c'est pas possible, je pense vraiment que c'est pas possible autrement d'écrire des choses authentiques quand on est en train de microscruter le moindre mot de la phrase qu'on n'a même pas fini d'écrire. On peut pas se lâcher. Donc il faut parvenir à une forme de lâcher prise. On récapitule. Premier conseil, toucher son manuscrit tous les jours. Deuxième conseil, écrire vite pour lâcher prise. Pour tout cela, Lionel Davoust possède un arsenal d'outils pour s'organiser et se débarrasser des petites tâches qui encombrent l'esprit. Le but, entrer dans le flot de l'écriture. C'est un spécialiste de la mer qui vous parle. C'est un psychologue dont je ne me risquerai certainement pas à prononcer le nom, mais qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Flow, qui est très connu et qui est un peu un ouvrage fondateur. On a essayé de baragouiner le nom de ce psychiatre hongrois, mais à notre décharge, il est très difficile à prononcer. Je vous mettrai les références sous ce podcast et je vous laisserai le plaisir de demander son livre en librairie. C'est un certain Mihaly Csikszentmihalyi. Voilà. En gros, l'ouvrage s'appelle Flow. Il définit la psychologie de l'expérience optimale, c'est-à-dire cette expérience que l'on a quand on est complètement absorbé par quelque chose. Ça peut être se perdre dans les yeux de son amoureux ou de son amoureuse, c'est aussi une expérience de flow. Il a théorisé justement cet état quand même merveilleux et bienheureux où le monde s'efface et on est complètement absorbé par la tâche. C'est le rêve, et personnellement, une de mes quêtes personnelles dans la productivité aussi, c'est de réussir à entre guillemets hacker l'état de flow pour arriver à y entrer le plus vite possible et le plus facilement possible. Donc pour moi il y a deux versants là-dedans. Le premier, c'est le versant de la productivité pure, c'est-à-dire de l'organisation personnelle. Et le bouquin emblématique de ça, c'est Getting Things Done, s'organiser pour réussir, horrible traduction du titre français, par David Allen. Pour moi, c'est vraiment ce qui permet de gérer tout ce qui va principalement en dehors de la vie purement créative. La promesse de l'ouvrage, c'est l'art de la productivité sans stress. Souvent, Getting Things Done est mal compris. On se dit, c'est pour être plus productif et faire plus de trucs. Non, c'est la productivité sans stress. Alors, il se trouve que quand on est moins stressé, on fait plus de trucs, c'est vrai, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'être détendu. Et je pense que être détendu et avoir l'esprit libre et avoir l'esprit clair, c'est fondamental pour ménager l'espace mental, pour arriver à écrire. L'esprit ne fait pas la différence entre ça c'est prouvé psychologiquement, neurologiquement, l'esprit ne fait pas la différence entre la taille des projets. C'est-à-dire que il faut que j'achète des clous, et il faut que j'écrive mon roman génial, ça a exactement la même espace mental dans la tête. Donc l'idée, c'est d'arriver à purger au maximum l'esprit de ce que Allen appelle les boucles ouvertes. Donc l'intérêt d'une méthode que Getting Things Done, c'est de faire ce qu'on appelle de système de cognition distribuée. En gros, c'est d'externaliser un maximum de choses à un système auquel on fait confiance. On a tous un système de cognition extérieur qu'on utilise régulièrement, ça s'appelle un agenda. Et Getting Things Done généralise ce concept à peu près tout dans la vie et ça fait un bien fou. À l'école Les Mots, les conseils d'organisation et de créativité de Lionel Davoust sont très appréciés et émaillent ses ateliers. Mais on y apprend surtout la technique narrative et le grand jeu de l'écriture. Donc ça s'organise autour en général d'un temps de théorie qui dure à peu près 1 heure sur, en gros, quelle est la notion qu'on va étudier et comment elle marche, à quoi elle sert. Ensuite, il y a un temps d'écriture. Donc sur un week-end, par exemple, il va y avoir 6 temps d'écriture. Et moi derrière, j'ai une idée derrière la tête et fréquemment, mais c'est le but de la manœuvre, et je les préviens, je dis, je ne vous dis pas où on va parce que je vais faire en sorte, à certains endroits, de vous placer dans des situations où vous allez être forcé de vous en sortir en découvrant tel ou tel truc. Et quand on vient, pour moi, quand on vient à un atelier Les Mots, on a signé pour en baver. Et c'est le but de la manœuvre. On est là pour expérimenter, pour se confronter à la difficulté et des fois ramer un petit peu, mais c'est là qu'on apprend. Si les stagiaires viennent pour faire des trucs qu'ils savent faire, ils n'ont pas besoin de moi. Le prochain atelier de l'écrivain s'appelle « Créer des mondes imaginaires ».
tout un programme. Là, justement, il s'agira de se confronter aux bases de ce que c'est qu'un monde imaginaire, c'est-à-dire un monde relatif aux littératures de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique, et ça va de Star Wars à Game of Thrones, en passant par Harry Potter, et même, pour moi, certaines mouvances du réalisme magique. Et en fait, le but de cet atelier, ça va être d'apprendre à créer une histoire à partir du monde, et de voir quelles sont les opportunités narratives qu'une hypothèse de monde imaginaire, et si il y avait la force et que on avait une civilisation interstellaire, par exemple, qu'est-ce que ça peut donner comme envie d'écrire? Alors, on va se quitter sur une consigne d'écriture. Vous allez donner une consigne d'écriture aux personnes qui nous écoutent et associer cette consigne à une astuce d'organisation. Ok, est-ce que j'ai le droit de dire, faites la tentative d'écrire, d'avancer votre projet d'une phrase tous les jours, sans faute, pendant 1 mois. Notez aujourd'hui, au moment où vous commencez cette expérience, faites une page d'écriture de journal intime. Notez aujourd'hui comment vous vous sentez avec votre écriture, quels sont vos problèmes, quels sont vos stress, etc. Faites l'expérience, rigoureusement, d'écrire une phrase par jour, tous les jours, sans faute, pendant 1 mois. Et 1 mois plus tard, écrivez une nouvelle page en disant comment vous vous sentez. Et reprenez la première page et comparez. Et voyez où vous en êtes. L'idée, c'est pas que vous vous sortiez de là en vous disant ouais non mais Davoust il avait raison. L'idée c'est que vous sortiez de là en vous disant qu'est-ce que j'ai appris sur moi et sur ma manière de bosser. C'est ça qui est important. Si vous êtes d'accord avec moi c'est merveilleux, mais c'est pas le but de la manœuvre. Le but c'est que vous appreniez sur vous. Pour découvrir les et si des mondes imaginaires qui sont en vous avec Lionel Davoust, rendez-vous sur le site lesmots.co ou directement sur place aux 4 rue Dante à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Assez Parlé et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire ou pour vous écouter. À bientôt! Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes pour avoir des machins à écrire? Dois-je fumer du crack, que craquer pour des femmes, pour devenir une machine à écrire? En plein dans la caboche, oh je la moche bien, mon pauvre Macintosh, pour lâcher la pression qui m'opprime, et lui apprendre en prime qu'avant de faire l'impression, de lancer l'impression, il faut mâcher mes mots.